Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo séquence introductive qui fait partie d'une série de vidéos informatives ayant pour objet la vulgarisation des connaissances juridiques auprès notamment des personnes non juristes de formation ou de tendance et d'autre part la simplification de l'apprentissage des notions et des concepts de droit et ce chez les personnes qui présagent que la connaissance de droit n'incombe qu'aux spécialistes en la matière. Une croyance que nous jugeons bien entendu comme totalement apocryphe et qui conduit ses parents non seulement à se priver du plaisir que procure la clairvoyance et l'analyse des faits avec un œil de légiste, mais également les empêcher à rejoindre l'ordre de citoyens instruits et conscients de leurs droits et de leurs obligations. Donc, sans transition, on s'attaque directement au vif de ce cours introductif qui se veut, comme nous l'avions signalé, une initiation paisible en droit marocain. Cette notion de droit qui est souvent confondue et assimilée inconsciemment à celle de la loi, et d'autant plus en y considérant comme deux termes synonymes faisant référence d'une manière identique aux diverses règles organisant notre vie sociale. La question qu'on peut donc se permettre à se poser est la suivante. Quelle est la différence entre le droit et la loi ? Eh bien, tout simplement, la loi est l'une des sources du droit et apparemment l'une de ses sources principales. La loi désigne en effet, à côté des réglementations en vigueur, l'un des gisements formels du droit. Dans un sens plus précis, on peut dire que la loi désigne les normes juridiques émanant du pouvoir législatif, et ce par opposition aux réglementations qui émanent du pouvoir exécutif et des autorités administratives. Il s'agit de dispositions variées et d'importance disproportionnée. Par exemple, on peut parler du Dahir, qui est une décision émanant de Sa Majesté le Roi, le décret qui est décrété par le chef du gouvernement, et les arrêtés ministériels qui, comme leur nom l'indique d'ailleurs, sont émis par les ministres de tutelle. On peut dire donc que de point de vue juridique, le droit harmonise deux réalités dissemblables qui peuvent réduire les différentes définitions existantes de ce terme générique et polysémique qui est le droit en deux concepts principaux, à savoir le droit objectif, en arabe c'est le qanoun, et le droit subjectif, al-huquq. En ce qui concerne le droit objectif, on peut le définir comme l'ensemble des règles juridiques officielles ordonnant et agençant les rapports humains. Autrement dit, le droit objectif est l'ensemble des règles de conduite juridique qui gouvernent la vie de personnes en société et dont la désobéissance est sanctionnée par les pouvoirs publics. On peut dire que le droit objectif permet d'assurer de l'ordre et de l'organisation de la société et de réglementer la vie interpersonnelle au sein de cette société. Considérant donc la consistance de cette définition et de son champ d'application, qui est endoctriné par les métamorphoses sociales et la mondialisation, et ce à l'instar de toutes les sciences humaines et sociales, on peut dire et on peut procéder à une répartition, à une subdivision du droit objectif en trois branches principales. Ces branches qui se distinguent aussi bien par leurs objets que par leur finalité sont le droit public, le droit privé et le droit mixte. Le droit public regroupe, en sus de la Constitution, l'ensemble des règles régissant le fonctionnement et l'organisation des institutions publiques. Il couvre en outre le droit qui réglemente les rapports entre la puissance publique et les personnes privées. En pratique, on peut parler de la Constitution, du droit constitutionnel. Le droit constitutionnel qui détermine généralement les différentes institutions composant l'État et qui en organisent les relations. On trouve également le droit administratif qui a pour objet d'organiser les rapports que les autorités administratives entretiennent avec les personnes privées. Il y a également le droit des finances publiques et le droit fiscal qui concernent respectivement les modes d'utilisation de l'ensemble des ressources de l'État et des collectivités territoriales et qui décrit le mode de calcul et de recouvrement des différents impôts et taxes que l'État peut proclamer auprès des personnes physiques et des personnes morales.
Un autre exemple de droit public, c'est le droit international public. Ce droit étudie les rapports entre les États et les organisations internationales, comme l'ONU. Il inclut notamment le droit des traités, c'est-à-dire les conventions internationales, les accords internationaux, etc., qui sont ratifiés par les États, et je dis bien ratifiés, et non seulement admis par ces derniers. La deuxième branche de ce droit objectif est le droit privé. Il s'agit en fait de l'ensemble des règles juridiques qui gouvernent les rapports entre les personnes privées. Ce droit regroupe une multitude de disciplines qui s'articulent généralement autour du droit civil. Ce droit civil qui couvre le droit des personnes, les droits des biens, les droits de la famille, le droit des obligations et des contrats, le droit des libertés et le droit des sûretés, etc. Et à côté de ce droit civil, on trouve ce qu'on appelle le droit des affaires. Le droit des affaires, contrairement au droit civil, a pour vocation la réglementation de la vie du business, des affaires. Il regroupe en pratique plusieurs disciplines comme le droit commercial, le droit des sociétés, le droit bancaire, le droit de la propriété intellectuelle et j'en passe. Enfin, le droit social est aussi une catégorie de droit qui peut être citée dans ce cadre de droit privé. Ce droit social qui regroupe notamment le droit social, le droit de travail, pardon, le droit de travail qui est matérialisé par le code de travail et le droit de la sécurité sociale. La troisième branche qui reste à citer dans ce volet de droit objectif est le droit mixte. Donc, comme son nom l'indique, ce droit mixte regroupe le droit qui ne peut être ni classé au clan du droit privé, ni à celui du droit public. Ces droits mixtes sont de plus en plus abondants et évoluent avec l'évolution de la vie humaine. Parmi ceux-ci figure notamment le droit pénal qui comprend les règles générales ou spéciales qui s'appliquent à toutes les infractions et leurs sanctions, ainsi qu'aux conditions de la responsabilité pénale. On trouve également le droit international privé, ce droit qui régit les situations entre les particuliers qui comportent un élément d'extranéité, c'est-à-dire de la faculté juridique d'étranger. On peut citer à titre d'exemple le mariage d'un Marocain avec une Française ou encore la conclusion d'un contrat commercial entre un Marocain et un Japonais. Et c'est justement cette classe de droit qui permet de déterminer non seulement les conditions des étrangers sur le territoire national, le territoire marocain, mais aussi les règles de conflit de loi ou de juridiction. On passe maintenant à la deuxième définition donnée à ce terme de droit, qui fait appel à un deuxième qualificatif. Il s'agit du droit subjectif. Ce droit subjectif désigne la prérogative, la faculté et l'activité permise à chaque individu par l'existence du droit objectif. Autrement dit, c'est l'ensemble des prérogatives dont chacun de nous est titulaire. Ces droits subjectifs peuvent concerner le rapport d'un individu aux choses, par exemple la propriété, ou aux autres personnes comme l'obligation. Et c'est justement cette vocation qui nous pousse à faire une classification, une distinction entre deux choses ensemble, à savoir les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux. Concernant la première catégorie de ce droit subjectif, c'est-à-dire les droits patrimoniaux, ils sont classés en fonction de leurs objets, ce qui implique de notre part une distinction selon qu'ils portent sur l'activité d'une personne, sur une chose matérielle ou sur une chose immatérielle. Donc, lorsque ce droit porte sur l'activité d'une personne, on fait appel à la notion de droit personnel. À ce niveau, il s'agit tout simplement du droit dont dispose une personne, appelée juridiquement le créancier, d'exiger d'une autre personne, appelée le débiteur, l'accomplissement d'une certaine prestation. On constate donc que le droit personnel repose sur l'existence d'un lien réciproque, unissant au moins deux personnes et produisant des obligations de part et d'autre. À la différence de ces droits personnels, on trouve également les droits réels. Ces droits qui n'existent en effet qu'en nombre limité donnent à la personne un pouvoir direct et immédiat sur une chose. Il s'agit d'un droit absolu et opposable à tous.
Ces droits sont essentiellement composés du droit de propriété et de ses démembrements, c'est-à-dire les droits réels qui confèrent à leur titulaire une partie seulement des prérogatives attachées au droit de propriété. On peut citer à titre d'exemple l'usufruit ou le droit d'usage ou encore le droit d'habitation. À ces droits réels peut être ajoutée une autre catégorie de droits dits accessoires. Par exemple, un créancier, pour se prémunir contre l'insolvabilité de son débiteur, peut proclamer et réclamer des sûretés qui peuvent être personnelles comme la caution, mais elle peut aussi chercher des garanties réelles et ce en affectant un bien appartenant au débiteur au paiement de la dette. Ces droits réels accessoires confèrent en effet à leur titulaire deux prérogatives, à savoir le droit de suite ou le droit de préférence. La troisième image et la troisième version de cette branche du droit subjectif est le droit intellectuel. Ces droits portent sur des propriétés incorporelles, c'est-à-dire sur une chose incorporelle qui résulte de l'activité intellectuelle du sujet. On peut citer à titre d'exemple la propriété littéraire, la propriété artistique et la propriété industrielle. On passe maintenant à la deuxième et la dernière branche des droits subjectifs qui regroupe en fait tous les droits à vocation extra-patrimoniale. À ce niveau, on parle de droits n'ayant eux-mêmes aucune valeur pécuniaire et qui n'entrent pas en conséquence dans le périmètre du patrimoine. On les qualifie également comme des droits hors commerce et ce du fait de l'absence de la valeur pécuniaire qui peut leur être attribuée. Et l'on ressort que ces droits sont incessibles, intransmissibles, insaisissables et imprescriptibles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être vendus ou échangés contre d'autres biens. On peut citer à titre d'illustration les droits de la personnalité, qui sont des droits qui permettent à toute personne d'obtenir la reconnaissance et le respect de leur individualité propre. On peut avancer également l'exemple des droits familiaux, qui sont des droits résultant du mariage ou de la parenté. Enfin, on peut donner l'exemple des droits moraux de l'auteur qui concernent en fait la nature de la création littéraire et artistique et permettent par conséquent à leurs titulaires de faire reconnaître la paternité de leurs œuvres, de veiller à leur respect et de se décider quant à leur diffusion ou non. Voilà, notre cours arrive à son terme. J'espère que cette vidéo vous a apporté un plus et vous a permis d'apaiser la nuance entre le droit et la loi. La loi qui représente l'une de ses sources principales, des sources qu'on aura certainement l'occasion d'aborder plus en détail lors de notre prochain cours. D'ici là, je vous informe que je suis consultable via mon adresse mail CIFAS, et ce afin de me faire part de vos questions, vos critiques et vos observations. En attendant donc vos réactions, sachez que la connaissance du droit incombe à tous et à très bientôt.